John Perkins, Les confessions d'un assassin financier, révélations sur la manipulation des économies du monde par les États-Unis, édition Alter, chapitre 2, c'est pour la vie. En jargon juridique, Maine serait qualifié de compagnie étroitement contrôlée. Environ 5% de ses 2000 employés en étaient propriétaires. On les désignait sous le nom de partenaires ou d'associés et leur position était très enviée. Non seulement exerçaient-ils un pouvoir sur tout, mais ils recevaient aussi les plus gros salaires. Ils étaient la discrétion même. Ils négociaient avec les chefs d'État et des cadres supérieurs, lesquels attendent de leurs consultants, qu'il s'agisse d'avocats ou de psychothérapeutes, qu'ils observent une confidentialité absolue. Toute relation avec la presse leur était interdite. En conséquence, presque personne à l'extérieur de Maine n'avait entendu parler de nous, bien que nos compétiteurs, comme Arthur D. Little, Stone et Webster, Brown et Root, Halliburton et Bechtel, fussent bien connus. J'utilise ici le mot « compétiteur » au sens large, car en fait, Maine constituait une catégorie en elle-même. Notre personnel professionnel était constitué en majeure partie d'ingénieurs, et pourtant nous ne possédions aucun équipement et n'avions même jamais rien construit, pas même un hangar. Plusieurs employés étaient des anciens militaires. Cependant, nous n'avions pas de contrat avec le ministère de la Défense, ni avec aucun service de l'armée. Nos activités s'écartaient tellement de la norme que les premiers mois, je ne savais pas réellement en quoi elles consistaient. Je savais seulement que ma première vraie mission devait s'effectuer en Indonésie et que je ferais partie d'une équipe de 11 hommes qui irait y concevoir une stratégie énergétique globale pour l'île de Java. Je savais aussi qu'Einar et les autres qui m'avaient parlé de mon travail désiraient me convaincre que l'économie de Java connaîtrait un boom et que, si je voulais me distinguer en tant que pronostiqueur et donc me qualifier pour une éventuelle promotion, je devais produire des projections qui le démontreraient. « Ça va défoncer le plafond », disait-il. Il faisait planer ses doigts dans les airs jusqu'au-dessus de sa tête en ajoutant « L'économie va monter en flèche comme un oiseau ». Einar faisait souvent de courts voyages de 2 ou 3 jours. Personne n'en parlait beaucoup ni ne semblait trop savoir où il allait. Quand il était au bureau, il m'invitait souvent à prendre un café avec lui. Il me posait des questions sur Anne, sur notre nouvel appartement et sur le chat que nous avions ramené de l'Équateur. Quand je le connus un peu mieux, je m'enhardis à l'interroger sur lui-même et sur ce qu'on attendait de moi. Il ne m'a cependant jamais répondu d'une manière satisfaisante. Il était passé maître dans l'art de détourner les conversations. Un jour, il me regarda d'une façon inhabituelle. « Tu n'as pas à t'inquiéter, me dit-il. Nous attendons beaucoup de toi. Je suis allé à Washington dernièrement. » Il s'interrompit et sourit longuement. « En tout cas, tu sais que nous avons un gros projet au Koweït. Tu n'iras pas en Indonésie avant un petit moment. Je te conseille de te documenter un peu sur le Koweït. Tu trouveras beaucoup de choses à la bibliothèque publique de Boston et nous te fournirons des laissez-passer pour les bibliothèques de l'Institut de technologie du Massachusetts et de l'Université Harvard. » J'ai donc passé plusieurs heures dans ces bibliothèques, particulièrement celle de Boston, qui se trouvait à quelques rues à peine du bureau et tout près de mon appartement de Back Bay. Je me suis familiarisé avec le Koweït ainsi qu'avec les statistiques économiques publiées par les Nations Unies, le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale. Comme je savais que j'aurais à produire des modèles économétriques pour Java et l'Indonésie, je me suis dit que je pouvais tout aussi bien en commencer un pour le Koweït. Cependant, ma licence d'administration commerciale ne m'ayant pas préparé à l'économétrie, je me suis demandé longtemps comment je me débrouillerais. J'ai même suivi 2 cours sur le sujet. J'y ai découvert que l'on peut manipuler les statistiques de façon à produire tout un éventail de conclusions, y compris celles qui démontrent les préférences de l'analyste. Maine était une compagnie macho. En 1971, 4 femmes seulement y occupaient des postes professionnels, alors qu'il y avait environ 200 secrétaires, une pour chaque vice-président et directeur de service, et sténographes, lesquels étaient au service des autres employés. Je m'étais habitué à cette discrimination sexuelle et je fus donc particulièrement ahuri par ce qui se produisit un jour dans la section de référence de la bibliothèque publique de Boston. Une très jolie brunette vint s'asseoir en face de moi, à la table où je lisais. Vêtue d'un complet vert foncé, elle semblait très sophistiquée. J'estimais qu'elle avait quelques années de plus que moi. Je m'efforçais toutefois de ne pas lui prêter attention, de jouer l'indifférence. Au bout de quelques minutes, sans dire un mot, elle me glissa un livre ouvert, qui contenait une table comportant de l'information que je cherchais sur le Koweït,
ainsi qu'une carte d'affaires portant le nom de Claudine Martin, consultante spéciale de Chas T. Main Inc. Je regardai ses beaux yeux verts, et elle me tendit la main. « On m'a demandé de vous aider dans votre entraînement, » me dit-elle. Je n'en croyais pas mes yeux ni mes oreilles. Dès le lendemain, nous nous sommes vus à son appartement de Bacon Street, à quelques rues du siège social de Maine, situé au Prudential Center. Pendant la première heure, elle m'expliqua que mon poste était inhabituel et que tout devait demeurer confidentiel. Elle me dit que personne ne m'avait donné de précisions sur mon travail, tout simplement parce qu'elle était la seule personne autorisée à le faire. Elle m'informa ensuite que son rôle consistait à faire de moi un assassin financier. Ce seul nom réveilla mes vieux rêves d'espionnage. J'eus un rire nerveux qui m'embarrassa. Elle sourit et m'assura que ce nom avait été choisi pour des raisons d'humour. « Qui peut prendre cela au sérieux ?» demanda-t-elle. J'avouai mon ignorance quant au rôle des assassins financiers. « Vous n'êtes pas le seul, dit-elle en riant. Nous sommes une espèce rare et nous faisons une sale besogne. Personne ne doit être au courant de votre engagement, pas même votre épouse. » Puis elle redevint sérieuse. « Je serai très franche avec vous et je vais vous enseigner tout ce que je peux pendant les prochaines semaines. Ensuite, vous devrez choisir. Votre décision sera finale. Quand on s'embarque là-dedans, c'est pour la vie. » Par la suite, elle ne prononça plus jamais le nom au complet. Nous étions tout simplement des EHM. Je sais maintenant que Claudine a tiré profit des faiblesses de personnalité révélées par mon profil établi par la NSA. Je ne sais pas qui lui avait fourni ces informations. Einar, la NSA, le service du personnel de Maine ou quelqu'un d'autre, mais elle les a utilisés fort habilement. Son approche, un mélange de séduction physique et de manipulation verbale, était faite sur mesure pour moi, et pourtant elle correspondait au processus d'opération classique que j'ai vu utiliser depuis par plusieurs compagnies lorsque les enjeux sont de taille et que la pression est forte pour conclure des ententes lucratives. Elle savait depuis le début que je n'oserais pas mettre mon mariage en péril en divulguant nos activités clandestines. Et elle fut d'une franchise brutale quand vint le moment de me décrire l'aspect sombre de mes futures activités. Je ne sais pas qui lui payait son salaire, bien que je n'ai aucune raison de soupçonner que ce n'était pas Maine, tel qu'inscrit sur sa carte d'affaires. À l'époque, j'étais à la fois trop naïf, trop intimidé et trop fasciné pour poser des questions qui aujourd'hui me semblent évidentes. Claudine me dit que mon travail comportait deux objectifs principaux. Premièrement, je devrais justifier d'énormes prêts internationaux dont l'argent serait redirigé vers Maine et d'autres compagnies américaines, comme Bechtel, Halliburton, Stone & Webster et Brown & Root, par le biais de grands projets de construction et d'ingénierie. Deuxièmement, je devrais mener à la banqueroute les États qui recevraient ces prêts, après qu'ils auraient payé Maine et les autres entreprises américaines évidemment, de sorte qu'ils seraient à jamais redevables à leurs créanciers et constitueraient donc des cibles faciles quand nous aurions besoin d'obtenir leur faveur sous la forme de bases militaires, de votes aux Nations Unies ou de l'accès au pétrole et à d'autres ressources naturelles. Mon travail, me dit-elle, serait de prévoir les effets qu'aurait l'investissement de milliards de dollars dans tel ou tel pays. Plus spécifiquement, je devrais produire des études établissant des projections de croissance économique pour les 20 ou 25 prochaines années et évaluant les conséquences de divers projets. Par exemple, si l'on décidait de prêter à un certain pays 1 milliard de dollars afin de le persuader de ne pas s'aligner sur l'Union soviétique, je devrais comparer les bénéfices que rapporterait l'investissement de cet argent dans des centrales électriques avec ceux d'un investissement dans un nouveau réseau ferroviaire national ou un système de télécommunications. Ou encore, on offrirait à ce pays d'y installer un système d'électricité publique moderne, et je devrais donc alors démontrer que ce système aurait pour résultat une croissance économique suffisante pour justifier le prêt. Dans chaque cas, le facteur critique était le PNB. Le projet ayant pour résultat la plus forte croissance annuelle moyenne du PNB l'emporterait. Si un seul projet était envisagé, je devrais démontrer que sa réalisation apporterait des bénéfices supérieurs au PNB. L'aspect clandestin de chacun de ces projets, c'est qu'ils avaient pour but de générer d'énormes profits pour les entreprises et de rendre heureuse une poignée de familles riches et influentes du pays récipiendaire, tout en assurant la dépendance financière à long terme, et donc la loyauté politique de plusieurs gouvernements du globe. Le montant du prêt devait être le plus gros possible. On ne tenait nul compte du fait que le fardeau de dette du pays récipiendaire priverait ses plus pauvres citoyens de soins, de santé, d'éducation et d'autres services sociaux pendant des décennies. Claudine et moi avons discuté ouvertement de la nature trompeuse du PNB. Par exemple,
Celui-ci peut croître même si cela ne profite qu'à une seule personne, tel un individu possédant une entreprise de service, et même si la plus grande partie de la population est accablée de dettes. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Pourtant, les statistiques révèlent un progrès économique. Tout comme les citoyens américains en général, la plupart des employés de Maine croyaient que nous accordions des faveurs à ces pays en y construisant des centrales électriques, des autoroutes et des installations portuaires. L'école et la presse nous ont appris à percevoir ces actions comme altruistes. Au cours des ans, j'ai souvent entendu des commentaires comme celui-ci. S'ils manifestent devant notre ambassade et brûlent le drapeau américain, pourquoi ne quittons-nous pas leur fichu pays et ne les laissons-nous pas croupir dans leur pauvreté ? Bien que les gens qui tiennent de tels propos soient souvent des diplômés, donc des individus bien éduqués, ils ne savent pas que notre principale raison d'établir des ambassades à l'étranger est de servir nos propres intérêts, ce qui, durant la seconde moitié du XXe siècle, voulait dire de transformer la République américaine en un empire global. Malgré leurs qualifications, ces gens sont aussi peu éduqués que les colonialistes du XVIIIe siècle, qui croyaient que les Amérindiens qui se battaient pour défendre leur territoire étaient au service du diable. Dans quelques mois, je partirai donc pour l'île de Java, en Indonésie, que l'on décrivait à l'époque comme la propriété foncière la plus peuplée de la planète. Ce pays était aussi une nation musulmane riche en pétrole et un foyer d'activité communiste. Ce sera le prochain domino à tomber après le Vietnam, me dit Claudine. Nous devons gagner les Indonésiens. S'ils se joignent au bloc communiste, eh bien... Elle fit le geste de se trancher la gorge avec un doigt en souriant doucement. Disons que vous devrez fournir des prévisions économiques très optimistes, décrivant l'essor qui résultera de la construction de nouvelles centrales électriques et de nouvelles lignes de distribution. Cela permettra à USAID et aux banques internationales de justifier leurs prêts. Vous serez bien récompensé, évidemment, et vous pourrez passer à d'autres projets ailleurs. Vous n'en avez pas fini de voyager. Elle poursuivit en me prévenant que mon rôle serait difficile. Les experts des banques s'en prendront à vous. C'est leur travail de trouver en défaut vos prévisions. Ils sont payés pour ça. Cela les fait bien paraître de vous faire mal paraître. Un jour, je rappelai à Claudine que l'équipe de Maine qui serait envoyée à Java comprendrait 10 autres hommes et je lui demandai s'ils recevaient tous le même entraînement que moi. Elle m'assura que non. Ce sont des ingénieurs, dit-elle. Ils conçoivent des centrales électriques, des lignes de transmission et de distribution, ainsi que des ports et des routes pour apporter le carburant. C'est vous qui prédisez l'avenir. Vos pronostics déterminent l'ampleur des systèmes qu'ils conçoivent et le montant des prêts qui sont alloués. Vous voyez bien que vous jouez un rôle clé. Chaque fois que je quittais son appartement, je me demandais si j'étais dans le droit chemin. Mon cœur me disait que non. Mais j'étais hanté par mes frustrations passées et Maine semblait m'offrir tout ce qui m'avait manqué jusque-là dans ma vie. Pourtant, je continuais à me demander si Tom Paine m'eût approuvé. Finalement, je me dis que si j'en apprenais davantage par l'expérience, je pourrais ensuite tout dévoiler. Je me réfugiais dans la vieille justification de celui qui a vu les choses de l'intérieur. Quand j'en fis part à Claudine, elle me jeta un regard perplexe. « Ne soyez pas ridicule. Une fois que l'on s'est embarqué, on ne peut plus débarquer. » Je compris très bien ce qu'elle voulait dire et ses paroles me firent peur. Sorti de chez elle, je descendis Commonwealth Avenue et je m'engageai dans Dartmouth Street en me disant que je n'étais pas comme les autres. Quelques mois plus tard, un après-midi, j'étais assis avec elle sur son canapé et nous regardions tomber la neige sur Bacon Street. « Nous constituons un petit club exclusif, me dit-elle. Nous sommes payés, et fort bien, pour escroquer des milliards de dollars à divers pays du globe. Une bonne partie de votre travail consiste à encourager les dirigeants de divers pays à s'intégrer à un vaste réseau promouvant les intérêts commerciaux des États-Unis. Au bout du compte, ces dirigeants se retrouvent criblés de dettes, ce qui assure leur loyauté. Nous pouvons alors faire appel à eux n'importe quand pour nos besoins politiques, économiques ou militaires. De leur côté, ils consolident leur position politique en créant pour leur peuple des zones industrielles, des centrales électriques et des aéroports. Les propriétaires des compagnies américaines d'ingénierie et de construction s'enrichissent ainsi fabuleusement. Cet après-midi-là, assis dans le décor romantique de l'appartement de Claudine et regardant tourbillonner la neige à l'extérieur, j'appris les origines de la profession que j'allais bientôt exercer. Claudine me raconta comment, dans toute l'histoire, les empires s'étaient construits par la force ou la menace militaire.
Mais avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'émergence de l'Union soviétique et le spectre de l'Holocauste nucléaire, la solution militaire était devenue trop risquée. Le moment décisif est survenu en 1951, quand l'Iran se rebella contre une compagnie pétrolière britannique qui exploitait ses ressources naturelles et son peuple. Cette compagnie allait devenir plus tard la British Petroleum, aujourd'hui la BP. Le très populaire Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh, démocratiquement élu et nommé l'homme de l'année 1951 par le magazine Time, réagit en nationalisant tous les capitaux pétroliers. Outragée, la Grande-Bretagne chercha le soutien de son allié de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis. Cependant, les deux pays craignaient que des représailles militaires ne provoquent une action soviétique en faveur de l'Iran. Au lieu d'envoyer les Marines, Washington dépêcha donc l'agent Kermit Roosevelt, petit-fils de Theodore, de la CIA. Ce dernier œuvra brillamment, réussissant à rallier des gens par des menaces et des pots de vin. Il les engagea ensuite pour organiser une série d'émeutes et de démonstrations violentes qui créèrent l'impression que Mossadegh était impopulaire et inapte. Finalement, le gouvernement fut renversé et Mossadegh fut condamné à 3 ans de prison. Le Shah Mohammad Reza, pro-américain, devint le dictateur incontesté. Kermit Roosevelt avait établi les bases d'une nouvelle profession, celle que je m'apprêtais à exercer. Les manœuvres de Roosevelt ont changé l'histoire du Moyen-Orient, tout en rendant désuètes les anciennes stratégies utilisées pour établir des empires. Elles coïncidèrent aussi avec le début de certaines expériences d'action militaire non nucléaire qui finirent par mener les États-Unis à l'humiliation en Corée et au Vietnam. En 1968, l'année où je fus interviewé par la NSA, il était devenu évident que si les États-Unis voulaient réaliser leur rêve d'empire global, tel que défini par les présidents Johnson et Nixon, ils devaient utiliser des stratégies calquées sur le modèle de l'intervention de Roosevelt en Iran. C'était la seule façon de battre les soviets sans risquer de déclencher une guerre nucléaire. Il y avait toutefois un problème. Kermit Roosevelt était un employé de la CIA. Il avait orchestré la première opération américaine destinée à renverser un gouvernement étranger, et il y en aurait vraisemblablement d'autres, mais il fallait trouver une approche qui n'impliquerait pas Washington directement. Heureusement pour les stratèges, les années 60 ont aussi vu apparaître un autre type de révolution. L'augmentation du pouvoir des compagnies internationales et des organisations multinationales comme la Banque mondiale et le FMI. Ce dernier était financé principalement par les États-Unis et par ses alliés européens, constructeurs d'empires. Une relation symbiotique se développa alors entre les gouvernements, les compagnies et les organisations multinationales. Au moment où je m'inscrivais à l'école de commerce de l'université de Boston, on avait déjà trouvé une solution au problème posé par l'appartenance de Roosevelt à la CIA. Les agences de renseignement américaines, y compris la NSA, dénicheraient d'éventuels assassins financiers qui seraient alors engagés par des compagnies internationales. Ces hommes ne seraient pas payés par le gouvernement, mais plutôt par le secteur privé. Ainsi, leur sale travail, si jamais il était découvert, serait attribué à la cupidité entrepreneuriale plutôt qu'à la politique gouvernementale. De plus, les compagnies qu'ils engageraient, bien que payées par les agences gouvernementales et leurs contreparties bancaires internationales, avec l'argent des contribuables, seraient à l'abri de la surveillance du Congrès et de la curiosité du public, grâce à des initiatives législatives de plus en plus nombreuses, telles que les lois sur les marques de commerce, sur le commerce international et sur la liberté de l'information. Vous voyez, conclut Claudine, nous sommes simplement la nouvelle génération d'une éminente tradition qui a débuté quand vous étiez à la petite école.